Bonsoir et merci de votre fidélité. Un excellent début de soirée à tous. 18h30, c'est l'heure du journal. Nous vous présentons à présent les principaux titres. Poursuite de l'acheminement par voie aérienne des aides aux populations des zones montagneuses enclavées. C'est le cas dans les montagnes du Haut-Atlas, notamment dans la province de Midelt, où un hélicoptère des forces armées royales poursuit ses interventions. Les grandes lignes du plan de développement socio-économique de la province de Jrad a dévoilé un plan présenté par le wali de la région de l'Oriental. C'était lors d'une rencontre de communication avec les représentants des jeunes de la province. Et puis le ciel, le salon international de l'édition et du livre se poursuit à Casablanca. Ce soir, nous nous intéresserons au pavillon de la France. Et avant de développer ces titres, retenons ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, suite au crash près de Moscou d'un avion de ligne russe avec 71 personnes à bord. Le souverain réaffirme sa sympathie au président Poutine en cette douloureuse circonstance, implorant le Très-Haut de lui accorder ainsi qu'aux proches des victimes patience et réconfort. Sa Majesté le Roi adresse un message de félicitations à M. Nikos Anastasiades à l'occasion de sa réélection président de la République de Chypre. Et à présent, nous parlons des opérations d'aide aux personnes touchées par le froid, des aides alimentaires qui ont bénéficié à 51 700 ménages qui ont reçu également des couvertures. Quant au total des prestations médicales fournies, il dépasse les 403 000 au profit de 31 000 bénéficiaires, dont 391 femmes enceintes prises en charge. Et puis nous le disions en titre, poursuite de l'acheminement par voie aérienne des aides aux populations des zones montagneuses enclavées. De gros moyens sont déployés sur le terrain et mobilisés pour couvrir toutes les zones d'accès difficiles. C'est le cas dans les montagnes du Haut-Atlas, dans la province de Midelt, où un hélicoptère Chinook des forces armées royales a poursuivi ses interventions pour faire parvenir des produits alimentaires et des couvertures aux populations ciblées. Nourdin Nafri et Mohamed Aitleshkar. En provenance de l'aéroport Moulay Ali Sherif de Rachidia, l'imposant hélicoptère Chinook est chargé à Midelt avec quelques 259 kits de produits alimentaires. Destination, les communes d'Itser et d'Eit Ben Yacoub. Première escale à proximité des Douar, Ait Haddou, Ait Rahou et Ait Qassou. Dans la commune d'Itser, le Chinook y décharge 191 kits pour les ménages de ces trois douars, avant de reprendre sa mission d'acheminement des aides de première nécessité. Cette fois-ci, au profit des nomades de la commune d'Eit Ben Yacoub. Les familles nomades bénéficient de 68 kits de produits alimentaires et de couvertures. Cette journée, l'hélicoptère Chinook a effectué 3 rotations, avec à chaque fois, pour point de départ, la ville de Midelt. Nous annoncions le chiffre il y a de cela quelques instants. 51 700 familles ont pu bénéficier de l'opération de distribution de denrées alimentaires et de couverture dans le cadre des efforts déployés pour les régions enclavées en montagne et ayant connu de fortes chutes de neige et une baisse très sensible des températures. Plus de 31 000 personnes ont bénéficié également de prestations médicales. Dans la province de Ouarzazate, la mobilisation au service des populations enclavées ne faiblit pas. Le reportage, Soumiya Belayashi, Nissel Hamdaoui. Cela fait plusieurs jours que cette famille vivant dans la commune d'Iminoulaoun à Ouarzazate a du mal à se ravitailler en raison de l'isolement imposé par le mauvais temps. Le kit qu'elle vient de percevoir lui apporte du réconfort.
Cette aide comporte tout ce dont nous avons besoin pour faire face au froid. Elle est venue au bon moment. Tous les produits de base nécessaires en cette période hivernale nous ont été fournis. Nous remercions Sa Majesté le Roi. L'aide distribuée au niveau de ce point de rassemblement bénéficiera à plusieurs douars dans la commune d'Imin Laoun. Dans un premier temps, nous avons pu distribuer 1007 kits composés d'aides de première nécessité à cette douar. Et nous œuvrerons à acheminer le stock d'aide restant dans les jours à venir. L'aide humanitaire prend diverses formes. Ici, par voie aérienne, une équipe médicale se rend au chevet d'une malade souffrant de fortes douleurs abdominales. Le staff médical l'examine, rassure ses proches sur son état de santé, mais décide quand même de l'évacuer pour une prise en charge optimale à l'hôpital Sidi Hussein à Ouarzazate. Le froid et la neige ont un impact également négatif sur certaines cultures maraîchères, les céréales et les légumineuses. Seuls les champs d'arbres fruitiers échappent à la règle et les basses températures seraient même bénéfiques pour les rosacées. Reportage dans la province d'Ifrane, Brahim Routi, Abslam Khaloui et Zakaria Moukimbillah. Un sublime manteau blanc recouvre la surface de cette ferme de pommiers. Ici, dans la localité d'Ougmes, la culture des rosacées fruitières s'étale sur de vastes étendues. Les récentes chutes de neige sont favorables à ce type de culture. Le froid étant un ingrédient nécessaire pour la croissance des bourgeons et la floraison. La neige est bénéfique aux arbres fruitiers. La floraison devient facile, ce qui garantit une bonne production. La province d'Ifrane est connue pour la neige et le froid. Grâce aux chutes de neige, les agriculteurs sont optimistes. Des conditions idéales pour une bonne production. Cela se voit dans la floraison, la qualité du fruit et la solidité de l'arbre. Dans la province d'Ifrane, la superficie cultivée de rosacées fruitières atteint 16 000 hectares, dont 8 500 hectares pour les pommiers et 2 000 hectares pour les cerisiers. Depuis quelques semaines, les arbres passent par la période de dormance. La vague de froid qui sévit actuellement coïncide avec la période de dormance pour les arbres fruitiers. Et donc, au contraire, il n'y a aucun problème pour les arbres fruitiers. Au contraire, c'est une bonne chose pour satisfaire les besoins en froid. On sait que la dormance a besoin d'une quantité de froid entre 600 et 1200 unités de froid. Une unité de froid, c'est entre 0 et 7 degrés. Et donc, c'est une bonne chose pour les arbres fruitiers. La production arboricole dans la province contribue à hauteur de 45% de la production nationale, soit près de 35 000 tonnes chaque année. Pour les agriculteurs, la campagne s'annonce sous de bons auspices. On va à présent à Jarad Al-Wali de la région de l'Oriental. Gouverneur de la préfecture d'Oujda a dévoilé hier les grandes lignes d'un ambitieux plan de développement socio-économique de la province. Le plan présenté lors d'une rencontre de communication avec les représentants des jeunes de la province comprend des mesures efficientes qui placent le citoyen au centre des préoccupations, répondent aux attentes des habitants en termes d'emploi, d'amélioration des conditions de vie, d'accompagnement des mutations sociales et de préservation de l'environnement. Quelques-unes des mesures phares avec Rachid Latabi et Mohamed Aïtlchkar. Toute une batterie de mesures d'urgence au profit de la population de Jarada. Première mesure phare, la création de pas moins de 1000 emplois, dont 300 au profit des ouvriers travaillant dans l'extraction anarchique du charbon, dans des mines communément appelées des cendriers. En plus, le plan emploi des stations thermiques de Jarada accorde la priorité aux jeunes de la province titulaires de diplômes professionnels. Autre mesure, le lancement des travaux d'extension de la zone industrielle pour drainer des unités de production et donc générer la création de quelques 1500 emplois supplémentaires, toujours pour les jeunes et à court terme. Autant de mesures expliquées justement aux jeunes à l'occasion de cette rencontre de communication présidée par le Wali de la région.
Monsieur le Wali nous a exposé les résultats des mesures annoncées par le chef du gouvernement. Nous sommes venus prendre connaissance des mesures décidées en vue de les transmettre à la population. Toujours en matière d'emploi, les nouvelles mesures d'urgence comportent un programme visant la création de 5000 emplois directs dans plusieurs secteurs, dont celui de l'agriculture, avec notamment la mobilisation de 3000 hectares de terres sous la liette pour l'exploitation agricole, 1000 hectares pour les ayants droit et 2000 autres en faveur des jeunes. Le Wali de la région a d'ailleurs tenu une deuxième réunion avec cette fois-ci les représentants des partis politiques et des syndicats en vue de leur exposer les différentes mesures adoptées. Ces mesures ont été bien accueillies car il s'agit d'un programme très ambitieux qui couvre divers secteurs, agriculture, industrie, activités génératrices de revenus, environnement, aménagement urbain. Un programme qui vise principalement la création de postes d'emploi. Soulignons également qu'il a été décidé la fermeture des unités 1, 2 et 3 de la station thermique de Jarada en raison de leur impact négatif sur l'environnement et le maintien de la 4e unité qui répond aux normes internationales. Le Maroc partage les objectifs de la coalition internationale contre l'organisation dite État islamique et demeure convaincu que la nature transnationale de cette menace terroriste exige une approche globale, coopérative et solidaire à tous les niveaux. C'est ce qu'a indiqué ce mardi à Koweït le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Le ministre a affirmé à ce sujet que le Royaume avait développé sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI une stratégie multidimensionnelle, globale, anticipative et efficace de lutte contre le terrorisme et de toute manifestation de radicalisation. Le Maroc a remis son plan d'action en vue d'obtention du statut du Sectoral Dialogue Partner auprès de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. En marge de sa visite en Indonésie, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boustia, a remis au secrétaire général de l'ASEAN le plan d'action du Royaume en vue de l'obtention de ce statut. Lors de sa visite dans ce pays, Mounia Boustia a rencontré la ministre indonésienne des Affaires étrangères ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères. L'Irak en quête de financement pour sa reconstruction ouverte hier dans la capitale koweïtienne. La conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak, un appel à financer ce chantier est gigantesque, a été lancé donc aux bailleurs de fonds. Le Premier ministre irakien estime à 100 millions de dollars le prix de la reconstruction. C'était lors du Forum économique mondial de Davos fin janvier. Plus de 138 000 maisons sont endommagées, dont la moitié complètement détruite. Plus de 2,5 millions d'Irakiens étaient toujours déplacés. 2000 entreprises et hommes d'affaires prennent part à cette conférence. Au lendemain du crash de l'avion de ligne russe ayant fait 71 morts, les enquêteurs sont à pied d'œuvre. Toutes les versions possibles de la catastrophe sont étudiées, notamment les conditions climatiques, le facteur humain ou l'état technique de l'avion. C'est ce qu'a assuré l'antenne du parquet spécialisé dans les transports. L'une des boîtes noires de l'appareil a été retrouvée. Les enquêteurs ont commencé à interroger d'ailleurs des employés de la compagnie Saratov Airlines, les employés de l'aéroport ayant préparé l'avion au décollage et des contrôleurs aériens. Aucun problème technique n'avait été identifié avant le départ, selon le comité d'enquête. À l'initiative du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique se tient depuis ce matin à Rabat le séminaire sur l'évaluation des politiques publiques en éducation. L'événement tend également à présenter les approches et les méthodes d'évaluation des politiques publiques en Europe et au Maroc. Il a permis également le lancement du projet de jumelage institutionnel élaboré par le Conseil pour le renforcement des compétences de l'instance dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques
en matière d'éducation. Je vous propose d'écouter cette déclaration. L'objet de ce projet, c'est de faire travailler ensemble les équipes marocaines de l'INE et l'expertise française consacrée à l'évaluation des politiques publiques éducatives, de manière à ce qu'il y ait un véritable échange, une véritable coopération et un renforcement mutuel des capacités. Alors plus précisément, on va s'intéresser aux outils, aux méthodologies mises en place par l'INE, on va s'intéresser aussi aux compétences et aux plans de formation qui seront mis en place pour renforcer les compétences des personnels de l'INE et à toute une série d'outils statistiques, méthodologiques, de manière à ce que l'INE puisse assurer encore mieux pleinement ses missions. Le Ciel, le salon international de l'édition et du livre, se poursuit à Casablanca, une 24e édition qui réunit cette année pas moins de 350 écrivains, poètes et chercheurs venant de différents pays. La France y est représentée en force. Une pléiade de figures de la littérature francophone est invitée à dialoguer d'ailleurs avec le public sur le thème « L'imaginaire des langues ». C'est au pavillon France du Ciel, reportage Abdelrahim Benchiri et Mounia Marouche. Je parle toutes les langues, mais en arabe. C'était Saïd Abdel Fattah Klito et d'autres ouvrages traitent la question du bilinguisme littéraire et de la traduction. Ces auteurs contemporains proposent une approche renouvelée de la réalité littéraire. Parmi eux, Nadia Selmi qui présente au pavillon France son nouveau livre, La révolte des rêves. Des textes de la prose poétique, c'est des textes qui nous mènent vers le rêve, c'est des textes qui nous mènent vers l'espoir, parce qu'il faut quand même garder l'espoir après tout. C'est des textes souvent osés, même parfois très osés, et donc qui descendent, on va dire, les tabous dans ce pays, parce qu'il faut pas toujours se taire, il faut dire les choses, et je pense que ce livre dit les choses. Une grande importance est accordée à la question de la traduction. Cette année, le pavillon France organise des rencontres d'éditeurs français et arabes pour toucher le plus grand nombre de lecteurs marocains en langue arabe. Un grand attachement de la France à la culture marocaine qui est une culture éminente, et justement ce salon du livre, ce sont des ouvrages, donc des auteurs, ce sont des lecteurs, ce sont des éditeurs, ce sont aussi des traducteurs, et l'objectif, la raison d'être de notre présence qui est forte et engagée, c'est justement de renforcer, de faire progresser encore ces relations culturelles entre nos deux pays. Et pas seulement. Au pavillon France, d'autres thématiques sont débattues en relation avec la création littéraire, notamment sur le thème de l'imaginaire des langues. Le Nouvel An chinois célébré à Casablanca. Pour fêter l'événement, l'ambassade de Chine au Maroc organise plusieurs manifestations, carnaval, expositions de photos, de calligraphie, peinture, danse et dégustation de plats chinois. Sarah Katir. Les ressortissants chinois au Maroc ont fêté comme il se doit l'année du chien de terre. Au menu de cette célébration, parade, art culinaire chinois, mais aussi un spectacle de pure tradition chinoise, Serment, pluie de minuit, joué par le groupe de danse moderne de Beijing. On célèbre depuis des siècles la nouvelle année chinoise et ici au Maroc, notre objectif est double. Rapprocher la communauté chinoise de son pays et faire connaître notre culture aux Marocains. Le Nouvel An chinois donne la meilleure image de la tradition et de la culture du peuple chinois. On sillonne le monde entier par ce spectacle et toute la troupe est ravie de présenter le spectacle au Maroc, pays de paix et de tolérance. C'est pour partager et rapprocher la culture chinoise des différentes cultures du monde que le Nouvel An chinois a été fêté dans plus de 500 villes de 140 pays à travers le monde.
Autre ambiance, le carnaval de Rio arpente les rues de la ville brésilienne, un spectacle en couleur auquel prend part 3000 danseurs, chanteurs et musiciens des écoles de samba. 72 000 spectateurs amusés ont pu suivre ce show que je vous laisse d'ailleurs regarder. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur Lula se fera à 20h30. Une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain.